entre autres, qui m'a traité donc d'être un soldat de M. Couillon. Alors, c'est alors que j'ai compris pourquoi je ne faisais pas de la politique. Alors, le plan que je vais suivre avec vous, donc, c'est le suivant. Donc, on va parler plus en détail donc, des coûts de la congestion. On va revenir sur le principe donc, de tarification, alors avec plusieurs exemples donc, à l'appui pour voir comment ça a fonctionné ailleurs. Je vais vous parler ensuite donc, des recommandations spécifiques du rapport et à la fin, donc une courte section pour voir comment est-ce qu'on peut aller au-delà du réflexe initial, le réflexe initial étant probablement d'engueuler les gens qui proposent de tarifer la congestion. Alors, les coûts de la congestion, je suis tombé sur cette phrase récemment donc, dans The Economist. « Imagine how many weeks of your life you waste being in traffic jams. » Okay, alors, le coût de la congestion, évidemment, c'est beaucoup de pertes de temps. De façon plus précise, donc, la dernière étude qui a été réalisée à Montréal, donc, ça a été fait par le ministère des Transports en 2009, avec des données de 2003. Et à l'époque, donc, on avait estimé que le coût de la congestion pour la Ville de Montréal, c'était 1,4 milliard de dollars par année, donc environ 1 du PIB. Donc, si on ajuste ça à l'inflation aujourd'hui, ça voudrait dire à peu près 1,7 milliard. Il y a la firme Secor donc, qui a mis ça en perspective, donc qui a comparé avec une quarantaine de villes américaines. Et Montréal, donc, se situe au 7e rang des villes qui ont les plus hauts coûts de la congestion. Alors, il y a Los Angeles qui est la ville qui a la situation la pire, mais Montréal, donc, n'était pas nécessairement très loin derrière lorsqu'on regardait ça, donc, en relation au PIB. Alors, dans ces études qui sont faites sur la congestion, en général, donc, on tient compte du temps perdu, de l'essence qui est gaspillée, du coût additionnel de l'utilisation des voitures. Donc, si vous êtes plus longtemps dans le trafic, bien sûr, votre transmission, vos freins donc, vont être plus usés, de la pollution atmosphérique additionnelle que ça crée, des gaz à effet de serre additionnels et bien sûr des coûts de la santé, des coûts en santé là, que ça peut occasionner. Ça n'inclut pas donc des accidents automobiles additionnels. Il y a de plus en plus donc d'évidence empirique qui montre que plus il y a de congestion, plus il y a d'accidents de la route. On ne peut pas non plus mesurer facilement l'impact sur la qualité de vie, le stress, la diminution de la qualité de vie de la famille. Et récemment, il y a aussi un autre élément qui est ressorti, donc des problèmes au niveau de mauvais appariement de la main-d'œuvre. Alors, qu'est-ce que je veux dire ici? Bien, il y avait dans le journal Les Affaires, il n'y a pas longtemps, donc une étude qui a été faite auprès de gestionnaires des ressources humaines. Il y en avait un tiers qui disait qu'ils ne réussissent pas nécessairement à embaucher les bonnes personnes à cause de la congestion, parce que les gens sont réticents donc, à faire beaucoup de kilomètres le matin. Et il y a même aussi d'autres, à peu près le même tiers donc, des répondants, des gestionnaires de ressources humaines, qui disaient qu'ils ont perdu des bons employés, des employés qui faisaient bien leur travail, qui sont allés vers d'autres emplois, peut-être moins pertinents pour eux, mais plus près de la maison. Alors, quand on parle de congestion, on a souvent à l'esprit monsieur et madame tout le monde qui est pris dans le trafic le matin, mais il y a aussi les camions. Et ce n'est vraiment pas négligeable. Donc, il y a une étude de l'Association du camionnage du Québec qui a été faite aussi à la fin des années 2000, près de 2010, si je ne me trompe pas, donc qui estimait que chaque heure perdue, c'était pour les entreprises de camionnage un manque à gagner de 65 à 85 $. Alors, il faut savoir que 90 % des marchandises qu'on consomme à la maison vont transiter à un moment ou à un autre par camion. Et 60 à 80 % de ces coûts-là vont éventuellement être refilés au détaillant qui va les refiler donc aux consommateurs. Alors, pensez par exemple à un plombier, à un électricien, s'il peut faire 5 jobs dans une journée au lieu de 6 ou 7 parce qu'il est pris dans le trafic, bien, éventuellement, ses coûts augmentent et ça va vous toucher là, tôt ou tard. Alors, bref, tout le monde paye pour la congestion, même ceux qui n'utilisent pas leur voiture. Et les chiffres que je vous ai présentés pour Montréal donc, datent d'il y a 10 ans. Donc, imaginez-vous aujourd'hui, la population a augmenté, l'activité économique a augmenté, donc c'est probablement plus élevé encore. Alors, la tarification, donc Chris en a parlé, c'est pour nous, c'est un élément clé de la solution. Donc, on fait face ici à un problème d'externalité
typique, donc la route est gratuite, mais son utilisation impose un coût à la société, particulièrement à l'heure de pointe. Quand vous circulez à l'heure de pointe, vous imposez un coût encore plus important à la société. Donc, c'est normal d'introduire la tarification pour que les gens intègrent ce coût-là dans leur prise de décision. Alors, il y a une analogie toute simple à faire avec le carbone. On s'en va à la conférence de Paris. Il y a un consensus important pour dire qu'il faut tarifer le carbone. Et le carbone, c'est la même chose. Les émissions donc, sont faites gratuitement alors qu'elles imposent un coût à la société. Donc, il faut réintroduire ce coût-là donc, dans la prise de décision. Alors, autant il est naturel de tarifer le carbone, autant il devrait être naturel de tarifer la congestion. Ça va éventuellement donc amener des changements de comportement. Et ce que j'ai à l'esprit, c'est toutes sortes de choses toutes simples. Il y a peut-être des gens, donc si on tarifait par exemple les ponts autour de Montréal, il y a peut-être des gens qui vivent en banlieue qui vont se dire « Ah bien, peut-être qu'il faudrait que j'essaye le transport en commun. Je vais voir si ça fonctionne. Peut-être que je vais me trouver un voisin qui travaille dans le même coin que moi puis avec qui je pourrais faire du covoiturage. Peut-être que je pourrais avoir un horaire de travail flexible, rentrer plus tard, revenir plus tard à la maison le soir. Peut-être que je pourrais faire du télétravail. Il y a de plus en plus d'emplois qui se prêtent à ça. Peut-être que je pourrais retourner vivre à Montréal hein, plutôt que de vivre en banlieue. Donc, tous ces changements-là ne sont pas si coûteux. C'est des changements d'habitude et un signal de prix donc, peut inciter à faire de tels changements. Alors, comment ça fonctionne donc en termes plus pratiques? On a identifié dans le rapport donc 5 façons de tarifer la congestion. Alors, je vais vous les présenter donc brièvement. Alors, il y a la tarification à usage unique. Donc, c'est des frais qui sont imposés à un élément de l'infrastructure. Et on connaît donc un exemple près de nous, donc l'autoroute 407, donc à Toronto, qui est une autoroute payante. Donc, c'est une autoroute de 20 km qui est parallèle donc à l'autoroute 401 qui est non payante. Alors, vous avez donc sur la diapo les prix à l'heure de pointe. Donc, c'est un prix en termes de kilomètres, le prix en période hors pointe. La moyenne des factures, donc en période de pointe, s'établit à peu près à 7-8 $ par trajet. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Donc, est-ce que ça roule, pour être plus précis? Alors oui, ça voudrait dire donc pour les utilisateurs un gain moyen de 26 minutes par jour. Et il y a un engouement, donc ça continue, ça existe depuis un bon nombre d'années et on veut prolonger cette autoroute-là. Alors, on a aussi les voies HOT. HOT pour High Occupancy Toll. Alors, la traduction française, tenez-vous bien, donc les voies réservées aux véhicules multi-occupants à accès spécial tarifé. Alors, si vous voulez bien, on va les appeler les voies HOT dans les prochaines minutes. Donc, ce sont des voies réservées, on connaît ça, des voies réservées donc aux autobus et aux covoitureurs, mais dans ce qui est particulier ici, c'est qu'on les rend accessibles à l'auto solo contre un tarif. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bien, à plusieurs endroits, on s'est aperçu que les voies réservées étaient sous-utilisées. Donc, on s'est dit, pourquoi pas permettre d'avoir davantage de véhicules sur ces voies réservées contre un tarif. Alors, ça existe, donc, entre autres, à Minneapolis depuis 2005. Le tarif, donc, est ajusté de façon dynamique, donc de 25 sous à 8 $ selon la densité du trafic. C'est un projet pilote donc, qui a démarré là-bas avec l'aide du gouvernement fédéral, donc ça vaut la peine de le mentionner. Et ça roule, oui. La vitesse donc sur ces voies hautes, ces voies réservées avec tarification, se maintient en général au-delà de 80 km/h. Et même la vitesse sur les voies ordinaires s'est améliorée parce qu'il y a des gens qui vont de la voie ordinaire donc à cette nouvelle voie. Alors, le programme est en expansion, dis-je. Il y a eu donc une première autoroute. Maintenant, on pense de faire 2 autoroutes additionnelles avec ce système-là. On a aussi le péage, donc troisième façon de faire, le péage au kilomètre. Alors, ici, donc, on se base surtout sur une expérience qui a eu lieu en Oregon. En Oregon, donc, le gouvernement était confronté à un problème spécial, donc avec l'efficacité de nos moteurs, donc la taxe sur l'essence se rapportait de moins en moins de revenus. Ils se sont dit peut-être qu'on devrait donc passer d'une taxe sur l'essence à un péage au kilomètre. Alors, ils ont commencé par un projet pilote, donc avec à peu près 5 000 volontaires, donc en 2006. Et pour le premier projet pilote, donc ils avaient un prix au kilomètre, mais leur transpondeur donc, était suffisamment sophistiqué pour capturer aussi l'heure et l'endroit où les gens circulaient. Donc, pour être capable de charger plus cher
quand une personne donc, se promenait à l'heure de pointe dans un endroit qui était congestionné. Alors, il y a eu un deuxième projet pilote, un troisième projet pilote, et là, je dois dire que la formule s'est un petit peu édulcorée. On est rendu maintenant aussi à la recherche là, de 5 000 volontaires, mais la tarification est seulement au kilométrage. Donc, ça ne tient plus compte de l'heure et de l'endroit, donc on ne peut plus vraiment appeler ça une tarification là, de pointe. Mais lorsqu'on a eu le premier pilote, donc les conducteurs ont réduit donc, leur déplacement de 22 pendant la période de pointe. Alors, ça a bien fonctionné. La tarification dynamique du stationnement, alors c'est un projet pilote donc, à San Francisco. Alors, une partie de la congestion donc, est liée aux gens qui cherchent du stationnement. Donc, on ne sera pas surpris de ça. Et à San Francisco, donc depuis 2011, il y a un projet intéressant qui vise à avoir une tarification dynamique, donc qui augmente les prix du stationnement dans les zones les plus prisées, donc les zones les plus congestionnées, qui le diminue ailleurs. Ça fonctionne avec une application sur votre cellulaire. Là aussi, comme c'était un projet pilote, le fédéral a aidé. Et ça fonctionne. Oui, les espaces de stationnement ont été mieux utilisés. Les taux de remplissage sont plus équilibrés et le va-et-vient, donc à la recherche d'un espace, a diminué de 50 %. On a enfin donc la tarification de zone ou tarification au cordon. Alors, essentiellement, ce qu'on a à l'esprit ici, c'est une tarification qui vous est imposée lorsque vous entrez dans une zone centrale et c'est variable donc selon la période. Alors, c'est en place donc à Londres, à Milan et à Singapour. Je vais vous parler, moi, plus spécifiquement de l'expérience de Stockholm, qu'on trouve assez inspirante. Donc, il faut savoir que Stockholm, c'est une ville d'1 million d'habitants avec une région métropolitaine donc de 2,5